Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Selon un rapport de 2024 sur la politique de la jeunesse et de l'emploi en Afrique, l'avenir du travail en Afrique est intimement lié à deux facteurs essentiels. D'une part, l'expansion et la modernisation des activités agricoles et de l'autre, la numérisation croissante des activités économiques, ce qui ouvre d'importantes perspectives d'emploi, de même que des opportunités d'innovation et d'entrepreneuriat. Ici en Côte d'Ivoire, la formation à l'emploi et la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Certaines organisations et acteurs en ont fait leur cheval de bataille. On en parle dans cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Zirignon. Bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Merci. Vous êtes cofondateur de Coach On, formateur en techniques de recherche d'emploi, développement personnel, entrepreneuriat. On en saura davantage au cours de cette émission. Effectivement. Melapa est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci Thomas. Vous êtes fondateur et manager de 8 emplois, c'est bien cela? Effectivement. Alors, à 8 emplois, vous avez des programmes que vous développez pour aider des jeunes, des personnes demandeuses d'emploi. Effectivement. Pour pouvoir avoir accès à un emploi. Effectivement. Alors, ce qu'on fait à 8 emplois, c'est de pouvoir trouver et déployer des solutions qui vont aider une personne en quête d'emploi, un travailleur, un étudiant à pouvoir découvrir son potentiel, savoir comment l'exploiter et attirer de meilleures opportunités. Donc on a différentes solutions sous forme de formation, donc masterclass, sous forme de programme, très bien. Donc, comme le certificat Je décroche mon emploi. Très bien, on aura l'occasion pour l'émission également de mise en relation. Très bien, on aura l'occasion de revenir en détail sur ces différents aspects et surtout ce qui nous intéresse c'est de voir comment ça marche et comment, quel est l'impact sur la population cible. À Coach On, qu'est-ce qu'on y fait? Alors nous, on est plus orienté vers des services comme la formation et on propose également des services dans le recrutement et aussi dans l'accompagnement entrepreneurial. Vraiment, l'idée, c'est de travailler sur ces 3 aspects de l'insertion professionnelle. Donc, pour ceux-là qui souhaitent travailler en entreprise, un accompagnement précis et pour les entrepreneurs également, on les accompagne de manière spécifique. On dit souvent qu'on ne finit jamais d'apprendre. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait de longues études à l'université, qui sort avec un diplôme de master ou de doctorat, pour vous, devrait apprendre ses b.a.-ba pour être inséré, ou c'est deux choses différentes? Non, mais effectivement, moi je pense déjà que lorsqu'on fait des études, aujourd'hui il faut avoir un pied à l'université, un pied dans le monde professionnel pour savoir un peu les besoins des entreprises, les attentes et les compétences à pouvoir développer pour devenir un profil incontournable en fait. Donc on peut faire de longues études, un master, un doctorat, mais en ayant un pied dans le monde professionnel, en étant connecté au monde professionnel. Êtes-vous en train de dire que ceux qui n'ont pas eu un pied dans le monde professionnel parfois sont déconnectés? Mais après, oui, effectivement, parce que quand tu fais des études, de longues études, sans savoir un peu ce que le marché attend de toi, tu sors avec un diplôme, mais sans avoir de réelles compétences qui sont demandées et recherchées. J'ai eu un profil qui a fait un master, je crois, dans le domaine juridique, et qui est venu me dire, mais j'ai le master, mais je sors avec le master, mais apparemment tout ce qu'on me demande, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ces choses. Je dis, mais évidemment, s'il avait connaissance si tu passes tout ton temps à être focus sur les études, c'est bien, mais si tu n'as pas un pied dans le monde professionnel, tu vas manquer beaucoup de choses. Donc, il faut avancer avec un œil dans le monde professionnel, je dirais un pied dans le monde professionnel, également un pied à l'université, pour pouvoir faire la connexion entre les deux et pouvoir développer des compétences qui sont recherchées et qui vont vous aider à pouvoir attirer des opportunités. Très bien. Alors Fabrice Zirignon, les personnes que vous rencontrez au quotidien, que vous coachez, que vous remettez sur le chemin, la plupart du temps, quels sont leurs besoins? Est-ce que c'est des personnes qui sont titulaires du diplôme, qui sont les plus nombreuses? Il y en a qui n'ont pas fait les banques, comme on le dit. Quelles sont les tendances? Avant même de parler de ces personnes, je veux signifier que moi-même, je suis un cas. Voilà, donc si je me suis lancé dans ce secteur, c'est parce que j'ai été confronté aussi à cette difficulté d'insertion. Après l'obtention de mon diplôme, bien sûr, en tant qu'ingénieur informaticien, j'ai eu du mal à accéder au marché de l'emploi. En fait, derrière, je n'avais pas cette approche en fait du monde professionnel. Comment est-ce que je peux m'entourer de personnes expérimentées? Derrière, on n'avait pas aussi cette culture d'apprentissage continu, donc on ne se remettait pas en question à chaque fois. Et ça a permis quand même de rencontrer beaucoup de difficultés. Aujourd'hui,
je rencontre plusieurs jeunes qui ont cette situation, qui font face à cette réalité que j'ai vécue autrefois. En fait, le diplôme n'est pas ce qui va garantir en fait nos compétences. Derrière, il faut vraiment que ces jeunes se remettent toujours en question. Je vais rencontrer beaucoup de jeunes qui vont passer tout leur temps à accuser soit les recruteurs, soit leur entourage parce qu'ils ont des difficultés. Mais ils ne vont jamais se remettre en question sur qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer en fait à leur niveau. Et c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on travaille énormément. Donc que ceux qui ont des diplômes ou pas, c'est ce petit problème que je rencontre généralement. D'accord avec moi que le diplôme est important. Il permet de valider un cursus. C'est un ensemble d'unités d'enseignement qui devrait prouver quelque chose, en principe. Évidemment, le diplôme doit pouvoir, en principe, certifier des compétences. Très bien. Moi, je dirais des acquis, parce que la compétence, tant qu'on ne la pratique pas, ce n'est pas une compétence, c'est un acquis. Donc, en vrai, le diplôme sert à ça, à pouvoir avoir des acquis solides qu'on va déployer sur le marché de l'emploi et puis certifier qu'on a des compétences. Moi, j'aime bien dire que ce qu'on apprend à l'école, il faut pouvoir le déployer. Quand tu prends un étudiant juriste, par exemple, je lui dis, mais écoute, commence à vouloir conseiller tes amis qui ont des petits business sur l'aspect juridique, commence à vouloir aider des gens à faire des contrats. En le faisant, tu déploies ce que tu as reçu, en toi, et tu commences à le transformer comme une compétence. Parce que moi, je l'appelle très souvent les faibles commencements. Okay. C'est-à-dire, je débute tout petit avec cette compétence qui n'a l'air d'être, on va dire, rien du tout. Et plus je vais la pratiquer, plus ça va se construire et devenir assez solide et pouvoir aujourd'hui attirer des opportunités vers moi, en fait. Pourquoi dans les processus de recrutement, on exige de voir les diplômes aujourd'hui, de voir le niveau du postulant? Pour vous, c'est quoi l'indice qu'on recherche? Effectivement, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. En fait, le diplôme va venir certifier en fait une compétence. Donc, on va tester une compétence. Qui montre que vous avez suivi un cursus. Pour quelqu'un qui a peut-être le niveau Bac+2 dans un domaine, il est censé avoir certaines compétences requises. Okay. Et c'est vraiment ça que les recruteurs recherchent derrière. Après, ça ne justifie pas vraiment les compétences. Mais c'est vraiment ça l'idéal pour les recruteurs dans un premier temps. D'accord. Voilà. Il y a des études qui ont montré qu'en Afrique subsaharienne, les élèves, les étudiants apprennent beaucoup. Les programmes sont chargés. Cependant, après avoir appris tout cela, ils ne font pas preuve d'apprentissage. Tout est oublié. Beaucoup de choses sont emmagasinées, mais ils ne sont pas utilisées. Pourquoi? Ouais, mais voilà pourquoi il faut de la pratique. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les universités, on doit privilégier des programmes pratiques, des programmes aussi de partage d'expérience entre des devanciers, des experts du domaine et les étudiants, en fait. Et je dis toujours que l'étudiant qui reçoit quelque chose doit chercher à le déployer. C'est lorsque tu le déploies qu'il prend forme. Quand vous prenez une graine, tant que la graine ne rentre pas en terre, elle ne produit pas. Alors la graine, elle est minime, elle a l'air de rien du tout, mais c'est elle qui produit tout ce qu'on voit après. Donc, quand on reçoit une capacité à l'école, qu'on peut le dire, je n'ai pas la compétence, c'est très minime, mais il faut pratiquer. Et pratiquer de manière très simple. Souvent, on veut être dans des conditions pour pratiquer. C'est-à-dire, si j'ai fait un diplôme juridique, il faut que je sois en entreprise pour pratiquer. Dans un cabinet. Alors que l'expérience professionnelle n'est pas seulement celle qu'on voit en entreprise. Le fait que je dise que j'accompagne des entrepreneurs à faire au moins leur contrat, à faire ci, à faire ça, c'est aussi une compétence que je vais pouvoir après prouver, on va dire transférer dans le monde professionnel. Même la vie associative. J'ai eu à apprendre une jeune dame qui me dit qu'elle est diplômée en tourisme et hôtellerie. Je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce que tu attends? Elle me dit un stage. J'ai dit non, mais est-ce que tu vas d'abord à l'église ou à la mosquée? Elle dit oui. J'ai dit, est-ce qu'il y a un comité d'accueil dans ton église? Elle dit oui. Il dit ok, il faut déjà commencer à intégrer le volet accueil de l'église pour avoir une expérience en accueil et dire aux recruteurs que moi, chaque dimanche, j'accueille au moins 800 personnes, donc je suis quand même qualifié dans tout ce qui est accueil et installation. Et en le faisant, il y a des moments où elle va apprendre le protocole pour un mariage, le protocole pour recevoir une autorité, et ça, ce sont des compétences pratiques qu'elle peut transférer dans le monde professionnel. Donc ce qu'on apprend dans la vie associative, ce qu'on va apprendre dans un projet qu'on va créer nous-mêmes, donc un projet personnel, sont des éléments qui peuvent faire montre d'une compétence pratique qu'on peut après transférer dans le monde professionnel. Donc, on va à l'école, on apprend des choses,
Mais ce qu'on apprend, on doit pouvoir le déployer, pouvoir le pratiquer et ne pas attendre d'avoir d'abord le diplôme avant de pouvoir chercher un stage. Et souvent, ce qu'on a appris pas dans les conditions formelles, comme vous l'avez dit, ne se retrouve parfois pas dans notre CV. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent un CV, mais qui ne citent que des éléments d'ordre académique. Est-ce que ces personnes se vendent mieux de telle manière? Non, ils ne se vendent pas. Ils ne se vendent pas du tout. En fait, le problème avec beaucoup de candidats ici, c'est que parfois, ils aiment voir certaines personnes, certains experts pour faire leur CV à leur place. Et moi, la stratégie que je leur demande, c'est tout simplement de creuser, de pouvoir eux-mêmes arriver à rédiger soit leurs outils. Et c'est un peu comme il a dit, vous regardez autour de vous ce que vous avez eu à faire comme activité et qui peut vous permettre de mieux vous vendre par rapport au poste que vous visez. Et c'est ce que vous mettez en avant. Après, moi, je pense que le problème, c'est qu'ils méprisent leur faible commencement. C'est-à-dire, ils ne le considèrent même pas. Ils trouvent ça insignifiant. Moi, j'ai fait l'accueil à l'église. En quoi c'est important pour un poste? Alors que c'est ça qui est important, de prouver que j'ai la compétence. On dit, trouver fidèle dans les petites choses, on vous en confiera de grandes choses. Ouais. Donc si je montre que j'ai pu faire l'accueil dans une église, je pense que j'ai accueilli des hommes, pas des chats, comme j'aime dire. Donc si j'ai pu faire l'accueil avec des hommes, 400 personnes ou 800 par dimanche, donc je peux le faire dans un hôtel sans me mettre à l'accueil. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à considérer ce qu'on fait. Et même quand on arrive à le considérer, on le prend avec sérieux. Je prends un jeune comptable qui a une licence en comptabilité, qui lance un commerce de bissap par exemple. Je lui dis, mais est-ce que tu appliques ce que tu as appris en comptabilité dans ta vente de bissap? Il dit, non, comme c'est une vente de bissap. Il dit, mais non, tu dois pouvoir démontrer ton expertise ici pour dire, écoutez, j'ai lancé une vente de bissap, voilà comment est-ce que j'ai structuré la comptabilité, voilà les preuves, voilà. C'est vrai que c'est pas forcément formel, mais je démontre cette capacité-là. Quand je parle, on sait que je connais. Ouais. Parce que quand on veut vendre un produit ou on veut prouver qu'un produit est bon, on va le démontrer par la publicité. Donc quand je parle aussi, c'est comme une publicité de ce que je fais. Donc j'arrive à prouver que voilà ce que j'ai fait. Je l'explique avec des thèmes techniques et pratiques qui montrent que je maîtrise la comptabilité. Et ça, c'est une preuve à vendre. Donc c'est de ne plus mépriser ce qu'ils font. Parce que quand tu méprises, tu vas le faire avec légèreté. Donc tu ne pourras pas démontrer là une capacité. Si moi je vais te confier la gestion d'un entrepôt de 1000 mètres carrés, que tu n'as pas pu gérer ton petit entrepôt de 10 mètres carrés, est-ce que je peux te confier 1000 mètres carrés? Personne ne s'hasarderait à... Voilà, donc c'est ça. Il faut vraiment démontrer ses capacités sur les espaces qu'on a. J'ai toujours dit qu'il faut juste un espace pour pouvoir prouver ses capacités. Si j'ai eu l'église ou la mosquée ou une ONG où je suis membre pour prouver une capacité, je démontre la capacité là. Si je suis arrivé à créer ma propre expérience en lançant un projet, je démontre là ma capacité. Si j'ai la grâce d'avoir un stage aussi, à travers le stage, je vais démontrer ma capacité. Très bien. Alors, j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit. C'est vrai, il y a le mépris, mais il ne faudrait pas oublier aussi un aspect très important qui est l'ignorance. Voilà, parfois, ils ne savent pas exactement que c'est important. Ils ne savent pas qu'ils peuvent mettre cette expérience pour eux, ils peuvent mettre cette expérience en valeur sur leur CV. Je prends le cas d'un jeune que j'ai accompagné qui était dans le domaine commercial. Et lui, quand il est venu vers moi, on a travaillé en accompagnement. Je lui ai demandé de m'envoyer son CV. Et quand il a envoyé son CV, il a mis les missions qu'on connaît pour les commerciaux, prospection, ainsi de suite. Et j'ai commencé à lui poser certaines questions. Quand je regarde ton CV, c'est bon, mais en fait, ça ne pourra pas te permettre de te différencier des autres candidats. Quand j'ai commencé à lui poser des questions, je me suis rendu compte que ce jeune-là a eu à générer un chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA pendant un mois dans son entreprise. C'est là que je lui ai dit, mais cette information-là, pourquoi tu la gardes? Information capitale. Prends-la et mets-la simplement sur ton CV. Elle va justifier toutes ces missions que tu as eu à accomplir. Parce que la mission va simplement pour t'emmener. Ce sont des actions que tu poses pour pouvoir atteindre un objectif. Les 50 millions, c'est l'objectif que tu as atteint. Donc derrière, il y a aussi l'ignorance. Et le fait de leur faire comprendre que ce qu'ils font comme activité à côté, qui pour eux a l'air banal ou insignifiant, peut aussi leur permettre de mieux se positionner, mieux se vendre dans le monde. Finalement, la question de l'employabilité ou de l'emploi devient une question transversale et tous les acteurs ont leur responsabilité. L'État fait sa part à travers divers programmes d'insertion, programmes de formation. Effectivement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, parlons de vous, vos activités. Ce que vous faites au quotidien pour aider les jeunes, toutes les personnes qui sont désireuses d'avoir un emploi ou un emploi durable, de pouvoir l'avoir. Alors nous, on a plusieurs aspects. Déjà, aujourd'hui, on est retourné à l'éducation. On s'est dit, mais si
des jeunes qui ont déjà un diplôme, BTS et tout, n'arrivent pas à savoir ce qu'ils veulent, à pouvoir se valoriser, on doit retourner dans les lycées. Donc on a créé Impact School Days, un programme où des jeunes cadres dirigeants qui ont réussi leur parcours viennent inspirer les plus jeunes, les élèves de seconde, terminale première, leur montrer comment trouver leur voie, afin qu'à partir de leur expérience, ces élèves puissent trouver leur voie, savoir ce qu'ils veulent, et déjà commencer à préparer et anticiper sur ce qu'ils veulent. D'accord. Avant que vous n'allez plus loin, il y a des conseillers d'orientation qui sont dans les établissements, parfois pour les élèves qui sont en salle d'examen, qui font un travail. Apparemment, le travail n'est pas suffisant. Mais moi, je me dis qu'ils sont déconnectés. Ils vous disent qu'il faut avoir 12 de moyenne pour être orienté ici. Ils sont déconnectés. Moi, j'en ai vu. Je ne dirais pas l'école, mais ils sont déconnectés du monde professionnel. Si vous prenez un conseiller d'orientation qui voit un enfant qui écrit bien, il va lui dire faut être enseignant de français. Ou bien faut être écrivain. Alors qu'aujourd'hui, il peut être copywriter, il peut être créatif en agence de communication, il peut faire beaucoup de choses avec le fait de savoir écrire, il peut être même conseiller en écriture, par exemple. Donc, on prend des gens qui sont jeunes, comme ces élèves-là, pour que les élèves puissent s'identifier en eux, et puis voir qu'on peut réussir jeune, c'est pas inaccessible, au fait. Et ensuite, les élèves ont droit au programme de stage. Parce que le volet coaching s'appelle ESD Coaching, Impact School Days Coaching, mais après, il peut faire un stage dans son métier de rêve, pour pouvoir confronter le rêve à la réalité. Celui qui veut être avocat, il a vu dans Jack Bauer un avocat assez riche qui parle au président qui a une grosse voiture. Donc lui, il dit, je veux être avocat. Mais quand il vient pratiquer en cabinet d'avocat, qui voit qu'il faut faire des études, il faut rester souvent tard, il faut aller au tribunal, il voit la réalité. Donc on a pu mettre 42 élèves en stage l'année dernière. Cette année, on vient à peine de terminer le programme de coaching. Et on débute le stage au mois de juin, il y aura 100 élèves en stage. Au niveau de ce qui est de transformer les profils, donc on va dire les travailleurs, ceux qui sont en quête d'emploi, on a des services de formation. Donc on fait des masterclass généralement, très souvent, où ils peuvent se déployer, avoir des compétences pratiques, changer le mindset, mieux comprendre le marché de l'emploi, comment découvrir leurs compétences, comment se déployer et surtout les stratégies de recherche d'emploi. Donc, rédaction de CV, interview d'embauche, développement de compétences et tout ce qui va avec. D'accord, on va revenir à cela. Je vais recueillir l'avis de M. Fabrice Zirignon sur le fait d'aller auprès des élèves, dans les écoles, pour pouvoir déjà préparer leur esprit. Vous, en tant que coach, quel est votre commentaire, votre avis sur cette façon de faire? Parce qu'au niveau de l'université, il y a quelques années, on a inséré dans les programmes la formation à l'entrepreneuriat. Parce que finalement, on se rend compte que beaucoup d'étudiants sortent et au-delà du diplôme qu'ils ont eu, ils sont déconnectés de la réalité. Ok, bon, l'approche est déjà bonne. Vous avez tout à l'heure, quand vous m'avez présenté, je suis formateur, donc en entrepreneuriat, en technique de recherche d'emploi et aussi en développement personnel. Et l'idée, c'est de vraiment travailler de manière individuelle, mais aussi en collaboration avec plusieurs organismes de formation avec lesquels je travaille. Donc, je suis en contact avec plusieurs étudiants niveau BTS, bachelor, MBA, ainsi de suite. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans ces aspects-là. Moi, je viens pour leur donner des informations réelles. Pendant que le jeune est là, en classe et en train de travailler pour ses notes, je lui fais comprendre qu'écoute, sur le marché de l'emploi, il y a une autre réalité qui t'attend. Si aujourd'hui tu restes là, sans vraiment te préparer pour l'avenir, voici ce qui t'attend. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on connaît tous les chiffres. On a plus de 300 000 diplômés chaque année et on ne crée que 30 000 emplois, secteur privé comme public. Donc il y a un gap de 270 000 jeunes qui sortent tout droit du cursus scolaire vers le chômage. Et si vous ne vous mettez pas dans la préparation, vous ne vous préparez pas bien, vous risquez en fait de vous orienter vers ces jeunes-là. Très bien. Une chose est d'initier des programmes, une deuxième c'est de voir l'impact de ces programmes. Alors vous avez cité un certain nombre de programmes avec le coaching, les masterclass, tout ça. Quel en est le résultat? Alors, moi, je vais partir déjà sur nos programmes phares, tels que la journée de l'embauche, où le dernier programme m'a réuni près de 700 jeunes qui sont venus rencontrer près de 100 recruteurs pour passer directement des interviews d'embauche. On a aujourd'hui, dans le suivi qu'on a pu faire, un taux de réussite de près de 15%. Ce qui fait plus de 100 jeunes qui ont pu trouver un emploi grâce à la journée de l'embauche qui s'est faite en décembre dernier. Ce pourcentage, vous le considérez comme un faible commencement ou une réussite? Alors, quand je prends 15%, ça fait plus de 100 personnes. Donc, pour moi, c'est pas négligeable. Il faut dire qu'également, beaucoup de jeunes ne font pas le retour. Donc là, c'est le retour qu'on a pu avoir ici et là. Mais je pense si ça marche pour certains, c'est clair que ça va au-delà. Généralement, on est entre
30 et 40% de taux de progression. Okay. Donc, on va dire des gens qui décrochent un emploi après la journée de l'embauche. Là, je pense que c'est le retour qu'on a pu avoir de manière pratique des recruteurs et des jeunes qui ont pu faire leur témoignage, mais ça va au-delà. Quand on prend le guide de l'emploi, c'est un programme où on a pu accompagner déjà près de 1000 jeunes ivoiriens et hors de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, le guide de l'emploi a des sessions en ligne, donc des gens du Cameroun, du Burkina se connectent. Là, on a un taux d'insertion qui va environ à 70%. Les gens qui arrivent à par exemple, trouver un emploi après, ça va passer, après avoir été venu au guide de l'emploi pour se former aux techniques de recherche d'emploi et de progression d'entreprise. Sur nos différents services, parce qu'on a également des services de rédaction de CV, de coaching personnalisé, et on a également aussi des e-learning aussi, où les jeunes peuvent se connecter, suivre des modules et tout. Là, on a également un taux d'insertion qui va entre 50 et 70% de jeunes qui suivent les programmes et qui arrivent à décrocher un emploi, ou qui font leur CV à 8 emplois et qui arrivent à décrocher plusieurs interviews d'embauche qui finissent toujours par de bonnes conclusions. Avec les solutions que vous créez et qui, il me semble, qui marchent, est-ce que vous n'êtes pas en train, d'une façon ou d'une autre, être en train de dire que les différents ministères en charge de la formation professionnelle de l'éducation devraient ouvrir une brèche à ce genre de compétences pour que les élèves et les étudiants soient accompagnés, pour qu'à terme, il y ait plusieurs jeunes qui puissent décrocher un emploi durable? Je pense que déjà ils ont commencé, voilà, donc on pourrait déjà leur dire de pouvoir amplifier la chose parce qu'aujourd'hui on a plusieurs types de programmes qui sont bien sûr initiés par l'agence emploi jeune qui accompagnent quand même les jeunes dans leur insertion professionnelle. Donc c'est une opportunité que nous qui sommes là, acteurs, nous venons simplement aider, je dirais, apporter un coup de main au gouvernement dans leurs différentes réalisations. Et nous, sur le marché, là en 2023, on a pu quand même emmener 100 jeunes à trouver un emploi. Et l'objectif pour 2024, c'est de pouvoir accompagner 300 jeunes et de les insérer au travers du métier de numérique. Donc l'idée, c'est de les prendre sur une période de 6 mois et de les former, leur donner des compétences techniques, mais aussi des skills qui peuvent les aider quand même à s'insérer. Et on les installe bien sûr sur une plateforme numérique pour que d'autres entreprises partenaires viennent les recruter. D'accord, nous sommes à l'ère du numérique. Il a dit quels sont les secteurs porteurs en ce moment, parce que dans plusieurs pays, il y a le secteur agricole, le secteur du numérique, pour ceux qui sont dans l'industrie en Afrique du Sud. Bon, quand vous regardez, vous en tant que coach, avec un conseil que vous donnez, des jeunes qui veulent décrocher un emploi solide, un emploi qui est durable, vers quel secteur devraient-ils pouvoir s'orienter? Alors moi, je n'aime pas donner une orientation, parce que je pense que chacun a en lui des capacités pour pouvoir réussir dans un domaine précis. Donc moi, je dis jamais un jeune va dans le secteur numérique, va ici. Parce qu'on peut dire que le numérique aujourd'hui est le secteur porteur. Mais lui, il a peut-être reçu les capacités pour pouvoir être expert dans le volet agricole. Mais il faut dire évidemment que aujourd'hui, dans tous les secteurs, on a l'appui du numérique. Bien sûr. Donc on lui dira d'avoir une approche numérique digitale. Mais je ne lui dirai pas, va directement dans le domaine digital, va dans le domaine financier. Non. Je dis toujours que regarde tes compétences, ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, là où tu veux arriver, et déploie, on va dire, les capacités qu'il te faut pour pouvoir arriver à ce niveau. Donc moi, je ne parle pas du secteur porteur, mais je parle de personnes qui ont des capacités et compétences pour un domaine précis et qui doivent développer ces qualités-là pour réussir à atteindre leur objectif. C'est un regard sur les personnes qui sont déjà en entreprise depuis très longtemps, qui sont de l'ancienne école. Est-ce qu'il y a nécessité d'une sorte de mise à jour, d'actualisation de leurs données? Il y en a qui sont en entreprise, dans le secteur public, parfois déconnectés de la réalité du numérique, de l'informatique. Est-ce que ce genre de personnes aussi vous intéresse dans la formation? Effectivement, mais ils sont secondaires dans notre orientation parce que nous, notre vision, c'est de permettre à tous les jeunes diplômés d'accéder au monde de l'emploi sans difficulté. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider ces jeunes-là qui intègrent le marché de l'emploi nouvellement, de les aider dans leur insertion et peut-être plus tard, quand ils vont évoluer dans leur parcours professionnel, on pourra aussi les accompagner. Très bien. Un cas pratique avant que nous puissions finir l'émission. Mais là, vous êtes coach, recruteur, recevez un jeune dans le domaine, au-delà du domaine de l'hôtellerie, qui dit qu'il a des compétences en informatique, dans le domaine du digital. Vous devez le recruter. Il est en face de vous. Quelles sont les questions précises que vous lui poserez par rapport au CV qu'il vous présente? Alors, moi, la première question que je vais lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter à mon entreprise. C'est quand je viens à un rendez-vous d'embauche, ça veut dire que j'ai pris soin de découvrir l'entreprise vers laquelle je pars et de dire qu'est-ce que moi je peux leur apporter si aujourd'hui je suis recruté au sein de l'entreprise. Parce que ce qui m'intéresse, c'est
ta valeur ajoutée par rapport à mon business. Donc là, c'est la première question que je poserai. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? La seconde question, ça pourrait être de savoir où est-ce qu'il se projette dans 2 ans. Pour voir si le jeune, effectivement, il a une progression, une vision pour mon entreprise et dans mon entreprise et souhaite faire on va dire, long feu avec moi. Peut-être la troisième question, ce serait de savoir comment est-ce qu'il se développe aujourd'hui. Comment est-ce qu'à partir de ce qu'il a déjà en lui, il arrive chaque jour à pouvoir améliorer ce qu'il a en lui. Parce que si quelqu'un ne s'améliore pas et s'appuie sur ce qu'il a déjà, il y a un problème. Alors moi, je voudrais avoir un profil qui travaille à s'améliorer chaque jour, à pouvoir développer de nouvelles skills pour m'apporter davantage un plus au sein de mon entreprise. Très bien. À la question de savoir ce qu'un candidat à l'emploi pourrait apporter à une entreprise, beaucoup de personnes se bloquent sur cette question, parfois ils ne sont pas préparés. Quel élément de réponse éventuel un employeur attendrait d'un candidat qu'il pose une telle question? Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise dans laquelle vous le postulez? En fait, tout va dépendre du besoin déjà de l'entreprise, parce qu'il ne s'agit pas de donner des informations pour donner. Ouais. Mais quand on va bien sûr poser une candidature, c'est pour répondre à un besoin. Donc je pense que l'idéal, c'est que la réponse soit adaptée aux besoins de l'entreprise. Je prends un cas simple. Il y avait une personne que j'ai accompagnée qui m'a dit par exemple qu'elle est arrivée à un entretien d'embauche et c'était pour un poste de commercial. Et l'idée c'était de faire une étude de marché dans les villes de l'intérieur d'Abidjan. Et leur besoin c'était vraiment quelqu'un qui connaît les villes de l'intérieur d'Abidjan. L'intérieur du pays? Ouais, les villes de l'intérieur du pays, excusez. Et donc, lui, à ce niveau, la proposition de valeur elle était simple. Il a juste mis l'accent sur le fait qu'il connaisse Korogo, Bouaké, San Pedro, et il a commencé à citer toutes les villes et signifie effectivement que dans ces villes, il a déjà des connaissances. Ça sera plus facile pour lui en termes de comment j'ai appelé ça, pour dormir de manière simple, voilà, et puis aussi pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, il a déjà un réseau existant. Très bien. Ça, c'est une proposition. Nous sommes déjà à la fin de cette émission riche en sujets. Voilà, on va mettre un terme tout de même. On aura l'occasion de vous réinviter pour d'autres aspects de cette émission. Mais là, merci. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de venir. On vous souhaite très bon vent dans tous les programmes que vous développez qui produisent des résultats. Vous êtes fondateur et manager de 8 emplois. Merci à Fabrice Zirignon, cofondateur de Coach On, formateur en technique de recherche d'emploi, développement personnel, entrepreneuriat. Merci d'être passé sur notre plateau. Okay. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.